Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur la chaîne, enfin de retour après un mois et demi sans avoir réellement posté quoi que ce soit. Voilà, pas mal de taf, pas mal de choses, beaucoup d'administratifs aussi en ce moment parce que je suis en train de basculer en société. Voilà, donc fini l'auto-entreprise, après 3 ans d'auto-entrepreneuriat, je passe du coup en société. Donc ça c'est pas mal de choses au niveau taf. Et puis j'ai toujours mon activité qui grandit aussi, pas mal de boulot en ce moment, pas mal de tournage. Parce que cacher la météo au mois de mai a été un petit peu compliqué, mais bon, au final je m'en suis pas trop mal tiré, j'ai pu arriver à faire ce que j'avais à faire pour tout le monde. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je voulais parler de DaVinci Resolve. Ça fait un petit moment que je voulais monter une vidéo pour vous parler un petit peu de son utilisation que j'ai de mon côté. L'idée c'est de vous faire un tuto global de mon utilisation que j'ai. Cette vidéo elle va pouvoir s'adresser du coup aux débutants qui n'ont jamais vu le logiciel, mais elles vont aussi s'adresser du coup aux gens qui connaissent un petit peu l'environnement. Pour moi, vous parler un petit peu de comment je l'utilise. Le but, c'est clairement pas de vous faire un tuto YouTube de 50 minutes de tous les boutons qui existent dans le logiciel, ça n'a aucun sens pour moi. Je vais vraiment vous montrer moi tout ce que j'utilise de manière générale. Pour faire simple, DaVinci, ça va faire maintenant 3 ans que je l'utilise de mon côté. À la base, c'était pas du tout parce qu'il y avait une hype ou que le logiciel devenait intéressant, c'est que j'avais une problématique avec Adobe Premiere qui faisait que bugger. J'étais dans le début de mon activité de vidéaste et donc du coup, je sortais des projets assez régulièrement. Et en fait j'avais souvent des bugs d'export ou même des bugs sur les timelines avec Premiere, donc il fallait que je bascule sur un autre logiciel. On était en Adobe, enfin la version, je me rappelle plus exactement de la version Premiere que j'utilisais, mais par contre j'étais en DaVinci Resolve, je crois que c'était en version 15 ou en version 16. Voilà, on est version 19 maintenant, quoique la mienne est encore en 18, il faudrait d'ailleurs que je fasse la mise à jour. Bref, du coup voilà, bascule qui s'est faite malgré moi parce que j'ai apprécié énormément Adobe Premiere, puis ça faisait déjà quelques années aussi que je l'utilisais. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails côté DaVinci, vous avez alors 2 possibilités au niveau du logiciel. Il existe une version gratuite qui va pouvoir déjà répondre à beaucoup de besoins, mais vous avez aussi une version qui est studio, qui est orientée avec l'ensemble des fonctionnalités. Cette version elle coûte 250 € à l'achat unique, donc vous payez 250 balles et vous n'avez plus rien à payer. Et ça c'est le truc le plus important que moi je trouve à l'heure actuelle sur l'aspect prix, si on doit comparer un petit peu Premiere et DaVinci. Première, vous payez un abonnement et ça vous l'avez dans la continuité de votre activité et ça peut durer forcément des années. Que là le logiciel on paye une fois, on l'a en one shot et forcément ça réduit un petit peu les coûts. Allez c'est parti, du coup on se retrouve dans le logiciel. Je viens de lancer un projet sur lequel voilà, j'ai glissé quelques fichiers. L'idée c'est vraiment de vous montrer de A à Z un petit peu ce que j'utilise moi de mon côté, mais vraiment pas tout vous montrer ce qu'il y a dans le logiciel parce que ça a clairement pas de sens pour moi. Donc on se retrouve tout de suite dans la fenêtre montage que vous voyez ici en bas. On peut choisir les différentes fenêtres qu'on a à disposition. De mon côté la fenêtre cut et la fenêtre gestion de fichiers je les utilise pas. Quand je fais du dérush pour des projets clients, je viens directement prendre tous mes fichiers que j'ai filmés, je les glisse dans un dossier et c'est de là que je viens du coup faire après mon dérush. Donc pour faire simple, au niveau du dérush, je prends mon plan à chaque fois, je viens faire la touche I et la touche O qui va venir, mince je me suis trompé, j'avais les mains décalées, la touche I qui me permet de donner un point d'entrée, la touche O qui me permet de donner un point de sortie à mon plan. Et voilà, après je viens le glisser directement dans ma timeline. Du coup, je disais que la touche P, ça permet d'agrandir et de voir vraiment le plan directement qu'on a sélectionné, vraiment un visualisateur au plus large. Ça me sert plutôt au niveau colorimétrie pour être sûr que tout aille bien. Voilà, donc je peux faire la même chose sur mon plan drone. Hein. Voilà, j'ai sélectionné un petit peu aussi. Hop, je le glisse dans ma timeline. On se retrouve avec nos 2 plans. Ce que j'utilise moi beaucoup de mon côté forcément, c'est la partie transition vidéo. Quoique, quand tu fais du corporate, généralement tu mets pas des fondus bizarres. Donc ça arrive rarement que je fasse des fondus. Si, des fois c'est des fondus au noir qui peuvent être intéressants, fondus couleur noire. Quoique, je l'utilise non plus pas forcément, mais voilà, on retrouve pas mal de choses ici. On peut venir apposer un texte, c'est souvent toujours du glisser-déposer vers les éléments. Un générateur de couleurs, ça c'est quelque chose que j'ai régulièrement aussi besoin, des fois dans certaines vidéos. Voilà, je remets l'aimant d'ailleurs aussi parce que voilà, c'est plus simple avec l'aimant, tac, ça vient se glisser correctement. À savoir aussi que du coup quand vous utilisez la timeline, plus les éléments sont placés vers le haut, plus c'est les éléments visibles. Si par exemple je passe ma couleur opaque par-dessus, forcément ça le masque. Donc ça c'est à bien tenir en compte. Voilà, après il y a d'autres effets, mais je rentrerai pas forcément dans les détails. Comme je dis à chaque fois, quand vous utilisez un logiciel, c'est à vous vraiment de vous familiariser avec l'environnement en utilisant un petit peu tous les éléments qui sont à votre dispo. Généralement,
moi après ce que je viens surtout toucher c'est un petit peu cet aspect paramètre qu'on va avoir sur la droite de l'écran où on va pouvoir venir appliquer un petit peu du zoom par exemple, positionner notre image si on veut pile poil qu'elle soit correcte. Voilà, pas mal de choses là-dessus. Niveau fonctionnalité, moi ce que j'utilise vraiment beaucoup c'est la partie stabilisation. Voilà, on vient de stabiliser le plan. Et autre chose après qui sont assez intéressantes dans les montages des fois, c'est le zoom dynamique qui est plutôt bien foutu en différents réglages qui va vous permettre du coup d'avoir un zoom intégré directement dans votre fichier sans avoir besoin de créer des points clés au niveau du zoom que vous avez ici. Donc ça c'est plutôt pratique. Autre chose aussi que ça m'arrive d'utiliser, c'est plutôt l'aspect traitement de vitesse. Ici je règle souvent en flux optique. Pourquoi je fais ça? Je filme souvent en 30 images secondes et j'ai certains plans que j'ai besoin du coup de passer en ralenti et ça c'est pas forcément possible parce que si je mets vitesse 50%, bah là du coup mon plan est à 15 images secondes et j'aurai de la saccade. Donc je viens appliquer du coup ce qu'on appelle un flux optique et donc du coup on a l'impression que mon plan a été ralenti. On le voit avec le passage de la dame derrière, que mon plan est ralenti alors pas du tout, c'est juste purement un traitement logiciel qui vient faire ça et qui peut des fois sauver un petit peu des plans que j'aimerais avoir au ralenti. Ça m'arrive assez régulièrement de m'en servir. Le problème qu'il y a avec ça, c'est qu'il ne faut pas avoir un plan où il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur parce que sinon ça devient vite le bazar et le flux optique n'est pas capable de le gérer correctement. Mais voilà. En tout cas, c'est une option qui sert beaucoup. Voilà, par exemple, si je reprends un petit peu mon plan drone, tac, il faut que je le zoome un petit peu parce que le format est un petit peu différent. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ce que j'utilise. J'ai à peu près fait le tour de la fenêtre. Franchement, on pourrait y passer des heures à tout vous expliquer chaque bouton, mais c'est vraiment pas le sens de cette vidéo. Derrière, après, ce que j'utilise, ça, Fusion, clairement, on pourrait aussi en passer 2 heures à y parler. Je l'utilise un petit peu sur certains projets où il y a du texte un petit peu plus complexe à mettre en place. Pour vous donner un ordre d'idée, Fusion, c'est vraiment le After Effects de chez DaVinci Resolve. C'est vraiment l'outil où on va pouvoir créer pas mal de choses à l'intérieur. Moi, voilà, de mon côté, c'est forcément beaucoup du corporate que je filme ou du montage un peu plus classique et donc j'ai pas beaucoup de 3D, des choses comme ça, de l'incrustation à produire. Moi, ce que j'utilise forcément le plus, c'est la partie étalonnage et ça, c'est le gros plus de chez DaVinci. Clairement, c'est l'outil d'étalonnage qui peut paraître assez complexe au début, mais une fois qu'on s'y habitue, ça va assez vite. Faut vraiment prendre ça comme exemple que c'est le même principe que Photoshop. Vous allez créer ce qu'on appelle des calques. Que vous allez pouvoir additionner les uns après les autres, pareil avec un champ de vision. Forcément c'est pas des calques, c'est des nœuds. Je dis à chaque fois des calques, mais c'est peut-être par mon passé de chez Premiere. Mais du coup voilà, on peut ajouter ce qu'on appelle des nœuds qui vont pouvoir être à chaque fois un paramètre bien précis. J'ai mis un paramètre partagé, ça sert à rien. Voilà, donc je peux créer trois nœuds sur lesquels je vais pouvoir venir appliquer des réglages. Pour vous donner un ordre d'idée, de mon côté, j'aime bien faire à chaque fois trois réglages différents. Le premier, je viens appliquer d'ailleurs sur le petit côté ici, vous avez tous les LUT qui peuvent être disponibles par le logiciel ou que vous pouvez ajouter aussi de votre côté. Moi, j'ai tous mes LUT par rapport au drone, surtout qui sont intéressants, où je viens convertir du D-Log, le format brut du drone, en format Rec 709 qui va du coup être le format un peu plus classique sur l'image. On le voit tout de suite que ça change les choses. Donc, je viens appliquer mon LUT. Derrière, je sais que je vais avoir quelques petits réglages à peaufiner. Je sais que le drone, les images sont pas très contrastées, donc je viens toujours appliquer un petit peu de contraste sur du coup mon deuxième nœud. Hop, il vient de se désactiver. Même celui-là, je vais me le faire sauter. Hop, 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 hop. Donc, je peux rajouter, comme je disais, du contraste. Si jamais vous avez besoin aussi, vous pouvez lui donner un libellé. Mais bon, je vous cache pas que ça prend 3 jours à faire sur un montage quand vous passez vos journées des fois à faire du montage. Le fait de nommer des nœuds comme ça n'a pas forcément trop de sens. Voilà, donc du coup je viens lui donner un petit peu plus d'infos. Pareil, derrière le troisième, je peux lui dire, allez, ça va tout mettre ma partie un peu colorimétrie surtout de couleurs. Et là, je peux venir du coup jouer un petit peu sur mon boost, par exemple, de lumière, de couleur, pardon. Venir jouer un petit peu plus sur mon côté orangé de l'image, quoique elle n'a pas forcément besoin ici. Voilà, on peut vraiment venir faire pas mal de réglages. Je repasse du coup sur mon image du premier plan. Là, on pourrait faire le même principe, ajouter mes nœuds en série pour venir faire mes petits réglages. Cette image-là, c'est un bon exemple. On le voit tout de suite, l'image est assez orange.
c'est du fait en fait que mon boîtier avait la balance des blancs qui était assez haute en termes de couleur. Du coup, j'avais ça en fait vis-à-vis en fait que l'endroit où je tournais, j'avais soit des plans en intérieur qui étaient très froids, soit en extérieur qui étaient assez chauds parce que la lumière extérieure était assez pétante de nuit avec des projecteurs de lumière assez chauds. Du coup voilà, ça m'a donné une image un peu comme ça, mais on peut tout de suite le reprendre assez facilement. Voilà, on le voit tout de suite si je viens jouer sur ma température de couleur. On pourrait pousser les choses un peu plus sur la balance des blancs avec d'autres paramètres du logiciel, mais voilà, généralement on arrive tout de suite à peu près à rattraper les choses de ce côté-là. Pareil, je peux venir du coup après appliquer des réglages. Ces réglages-là s'empilent à chaque fois. On pourrait venir sur d'autres fonctionnalités du logiciel avec la création de nœuds parallèles, mais je vais pas vous cacher que ça, je m'en sers pas beaucoup. C'est s'il y a besoin à certains moments de venir appliquer que certains réglages à certains endroits en utilisant des masques et des choses comme ça. Je vais pas vous le cacher, aujourd'hui c'est pas le but que je vous montre tout ça. Vous avez des possibilités après qui sont très complexes en termes de colorimétrie. Donc là-dessus je vais pas forcément rentrer plus dans les détails. Mais voilà, grosso modo un petit peu ce que vous pouvez faire niveau colorimétrie. C'est vraiment les deux axes déjà à retenir, c'est que vous mangez tout votre montage ici, dans l'aspect fenêtre montage, et après vous allez dans l'onglet étalonnage qui va lui du coup vous permettre un petit peu tous vos réglages. L'aspect étalonnage, et ça vraiment j'insiste là-dessus, que vous soyez débutant ou professionnel, on est bien d'accord que la partie post-production et surtout l'aspect colorimétrie c'est le plus important que vous avez à traiter en vidéo. Vous avez beau avoir une super boîtier ou à l'inverse d'avoir une petite caméra, si vous êtes très bon en colorimétrie, et ben franchement ça va vous faire beaucoup de différence. Voilà, je vois beaucoup de gens bosser avec des petits boîtiers et qui font du bon boulot, ou à l'inverse des gens qui ont du gros boîtier et que la colorimétrie elle va pas très très loin. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros aspect à apprendre à maîtriser si vous êtes débutant, cet aspect colorimétrie. Il y a beaucoup de tutos sur internet, je pourrais même d'ailleurs m'étaler un petit peu plus si jamais ça vous intéresse là-dessus. Voilà un petit peu l'aspect. On a aspiré la fenêtre Fairlight, ça c'est toute la partie son. Vous allez pouvoir faire beaucoup de réglages son, mais voilà, je vais pas venir là-dessus aujourd'hui aussi. Moi je m'en sers un petit peu vraiment sur certains trucs où la stéréo a besoin d'être reprise, où voilà, j'ai mes pistes qui ont besoin d'avoir un peu plus de pêche. Si par exemple j'ai une interview, des choses comme ça, où là il faut que je revienne remonter un petit peu mes volumes sur certaines choses. Mais voilà, dans la majorité des cas, j'ai juste une musique sur des timelines. Et au final c'est vraiment plus de l'ajustement que je fais au niveau du montage que vraiment de l'aspect Fairlight. Donc voilà un petit peu là-dessus. Et pour finir un petit peu gentiment notre vidéo sur DaVinci, on va venir sur l'aspect export de la vidéo. Vous allez pouvoir ici du coup paramétrer en fait tout votre Ici, vous allez pouvoir paramétrer vraiment tout l'export global du logiciel. On va pouvoir choisir un petit peu la résolution vers laquelle on va l'exporter. Bon, forcément, moi, je suis en projet 4K, donc je vais sortir du 4K. On peut aussi jongler sur le fait que je sors juste le plan complet avec toute ma timeline, que ça me fasse un seul fichier, un montage. Ou alors, je peux aussi, et ça m'arrive des fois quand je bosse pour des boîtes de prod, d'étalonner, de faire tous mes réglages correctement par rapport à chaque fichier, chaque plan. Et ensuite je viens les exporter pour les donner à un monteur. Donc ça je peux aussi le trier là-dedans. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails sur tous les paramètres que vous pouvez faire. Le but forcément c'est de le mettre au plus haut, la qualité en maximal, le profil d'encodage toujours au plus haut, voire en automatique, je crois que ça le gère plutôt bien. Voilà, vous avez la possibilité ou pas d'exporter le son, et bien sûr une partie gestion de fichiers où vous allez pouvoir créer de l'arborescence. Ça sert surtout si vous faites des plans individuels. Voilà, grosso modo, derrière vous avez juste à appuyer sur ajouter à la liste d'export, ça vous génère un fichier sur la droite, et ici vous n'avez plus qu'à faire rendre, ça va vous générer le fichier. Voilà, j'espère que je me suis pas trop emmêlé les pinceaux sur mes explications, j'espère que ce petit format vous aura plu. Voilà, le but c'était clairement pas de vous montrer tout le logiciel, parce que sinon il y en avait au moins pour 3 heures à faire le tour. Moi voilà, comme je dis à chaque fois dans toutes mes vidéos, le but c'est de vous montrer vraiment ce qui sert. Et ce qui me sert surtout moi dans mon quotidien. En tout cas, si la vidéo t'a plu et surtout si tu découvres ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, à lâcher un petit commentaire, c'est toujours bon pour le référencement. Et puis moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao!